Bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir d'être là. Je ne sais pas pour vous, mais de revoir un peu des visages humains et non virtuels sur les PC, ça fait vraiment plaisir en tout cas de reprendre ces conférences publiques. Donc déjà, un grand merci à l'équipe organisatrice. Avant même de commencer mon talk, un grand merci à tout le monde, à tous les bénévoles aussi pour nous permettre d'être là aujourd'hui et de pouvoir parler devant vous. Alors, je ne sais pas si vous étiez là sur le talk précédent fait par mon collègue Sébastien, qui était vraiment passionnant. Pour ma part, je ne vais pas forcément parler de technique aujourd'hui, mais on va parler d'agriculture, on va parler de data, on va parler use case, et on va voir ce que, en mélangeant tout ça, on va arriver à sortir de beau du chapeau. Comme on l'a dit, je suis Solutions Architect aujourd'hui chez AWS et je suis basé à Nantes. Et justement, je m'occupe aussi du bassin nantais, de la région même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'agriculture dans notre région est omniprésente et c'est pour ça que je parle de ce sujet aujourd'hui pour vous. Hop. Le petit... Ah si. Alors, on va commencer par quoi déjà? Quand on pense agriculture, déjà, si on ferme un peu les yeux, on s'imagine. Certains vont penser des champs à perte de vue, du blé, des machines, des outils agricoles. D'autres vont immédiatement penser à la belle petite vache qui broute son herbe et qui va nous faire des bons fromages frais. Et enfin, d'autres vont penser à l'amour et dans le pré. Donc malheureusement pour vous, aujourd'hui, je n'aurai pas une guest star pour nous parler de tout ça et de la data liée à l'audiovisuel ou autre. Mais je vais vous parler des sociétés aussi qui sont derrière, en tout cas, tous ces systèmes agricoles. Donc là, je vous ai parlé d'équipements. Il y a des sociétés qui construisent des équipements. Il y a des coopératives agricoles aussi qui sont là pour fournir des services aux agriculteurs. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, vous en avez tous chez vous. Si vous avez des petites boîtes de petits pois, de maïs, vous avez tous des noms un peu farfelus, des DOCI ou autres, qui sont des coopératives qui sont à quelques kilomètres de chez nous ici et qui s'occupent aujourd'hui de leurs adhérents. Ils s'occupent comment de leurs adhérents et leur fournissent des services pour les aider au jour le jour dans leur travail. Et ces sociétés, bien évidemment, elles vont se transformer. Je ne vais pas vous parler de transformation digitale, ni de transformation du numérique, on sait tous derrière ce qu'on arrive à mettre derrière ces termes. Mais ici, je vais parler de vecteurs de transformation, et comme vous savez, je pense depuis quelques années maintenant, c'est que la data est un vecteur de transformation. La data est un vecteur d'innovation, et de plus en plus, en tout cas d'entreprises le savent, c'est que la data est le nouveau pétrole, en tout cas des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, exploiter ces données-là, c'est l'avenir, on va comme ça pouvoir proposer de nouveaux, en tout cas de nouvelles innovations. Quand on parle data au niveau agriculture, alors on va retrouver bien sûr de la data assez simpliste. Exemple, les images satellites, pourquoi pas. On va bien évidemment retrouver des données météorologiques, c'est que tout agriculteur, je pense, est au courant de la météo qu'il est prévue le lendemain. On va parler aussi, pourquoi pas, de composition des sols. Mais pas que. C'est qu'avant de parler même production agricole, on va aller en amont déjà et par exemple faire tout ce qui est semences, production de semences. Et là, on va parler plutôt de génomique, c'est-à-dire on va commencer à faire des combinaisons entre différents gènes, jouer un peu aux petits physiciens, chimiques, biologiciens, enfin tout ce que vous voulez, pour commencer à construire la souche parfaite qui peut être plantée et il n'y a plus besoin d'eau, ça pousse tout seul comme l'haricot magique et monter jusqu'au ciel. Mais en tout cas, ici aussi, il y aura énormément de données, en tout cas, besoin de données pour faire ces simulations. Et après, on va parler de l'après, c'est qu'une fois qu'on a produit la récolte, on va faire de la distribution de cette récolte. Et là, on va attaquer tout ce qui est marché de vente, du retail. Et vous doutez, en tout cas, qu'ici, il y a énormément de données aussi à prendre et à analyser. Ces données-là, on va les prendre, on va les packager. Et on va les mettre à manger à des systèmes analytiques, des systèmes d'intelligence artificielle et de machine learning. Décidément. Comme vous vous doutez, aujourd'hui, la data, elle est omniprésente aussi en agriculture. Là, on voyait un peu des images satellites. Mais aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, les systèmes des agriculteurs sont connectés. C'est qu'on n'est plus sur le tracteur qui est diesel, qui se démarre avec la clé devant ou autre. On est sur des tracteurs qui sont connectés, qui ont de la géolocalisation satellite en permanence, qui peuvent être manœuvrés à distance. On n'est plus obligé d'être présent sur le tracteur, en tout cas pour faire. Ils ont même du Netflix aujourd'hui dans les cabines de tracteurs pour se divertir pendant
pendant la récolte. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est qu'aujourd'hui, tout est connecté. Je pense que chez vous aussi, en tout cas moi perso, je suis geek, tout est connecté chez moi, au désarroi de ma femme malheureusement. C'est que tout est connecté, tout est gérable par téléphone. Et ben pour les agriculteurs, c'est pareil. Tous leurs systèmes sont connectés. Et si on parle de connexion, on va parler aussi de data. Ils vont fournir de la donnée. C'est-à-dire qu'on va avoir, bien évidemment, les tracteurs connectés. Certains même vont utiliser des drones pour récupérer de l'information sur les champs. Sur la phase, en tout cas, de traitement des produits, on va avoir les usines connectées, bien évidemment. On va retrouver sur les camions connectés, on va retrouver, pourquoi pas, tout ce qui est au niveau génomique et autres, en tout cas les appareils pour faire ces simulations, et on va récolter de la data. Et aujourd'hui, justement, quand on voit un peu les courbes de croissance et de production de cette donnée, c'est qu'on va multiplier par 3 jusqu'en 2025, en tout cas, de tous ces appareillages connectés et toute cette nouvelle donnée. Alors, maintenant, revenons un peu terre à terre, c'est le cas de le dire en agriculture, c'est que maintenir ces données, là, ici, on prend un exemple simple, les images satellites. Alors, on ne va pas prendre les dernières images satellites de la veille. Si on veut commencer à exploiter ça, on va prendre des images satellites sur des années auparavant, qui sont générées peut-être tous les jours, tous les 5 jours, de la Terre entière, pas forcément de un champ, ou en tout cas avec un pixel ou autre. Ici, on va parler de volumes de données qui sont très larges. On ne va pas parler de gigaoctets, on va parler de téraoctets ici. Et simple question dans ces entreprises, c'est quand on va leur dire oh, « Attends, je vais me connecter, je vais appuyer sur le petit bouton, je vais télécharger 10 Tera de données d'images satellites, il me faut juste des disques durs pour les stocker, ou même tout simplement un système pour stocker ces données. » Et à ce moment-là, on dit « Combien ça coûte ?» Et c'est là où en fait, on va dire le discours s'arrête, on dit « Ça coûte cher. » Et donc, on ne va pas exploiter ces données. Alors, là, la petite photo, pour ceux qui savent, c'est notre Snowball mobile. C'est un petit camion qui permet justement de transférer les données directement de branche au data center. Donc, malheureusement pour vous, en tout cas, quand on va vouloir acquérir ce genre de données, on ne va pas faire venir aujourd'hui des camions avec les données chez vous pour vous permettre de les exploiter. Là, aujourd'hui, le sujet du talk, c'est l'open data. L'open data, je pense que tout le monde maîtrise ces deux terminologies, c'est de la donnée qui est ouverte, c'est de la donnée qui est disponible. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler d'open data sur AWS. C'est que l'open data, vous pouvez parcourir un peu différents réseaux, même aller sur Google aujourd'hui, taper open data, vous trouverez énormément de collectifs, de structures publiques qui proposent de la donnée. Il me semble que même aujourd'hui, la mairie de Nantes propose des données de l'open data pour exploitation. L'objectif ici, ce n'est pas d'aller sur 15 sites et d'aller choisir la bonne donnée, c'est d'arriver en tout cas à la récupérer facilement et surtout d'éviter cette partie avec le gros camion où on va devoir la récolter, la stocker chez nous et la traiter par la suite. Et aujourd'hui, en tout cas, l'open data, la stratégie première ici, quand on parle de ça, c'est qu'on ne veut plus passer du temps justement sur l'acquisition de la donnée, c'est-à-dire que les jours, heures, peut-être même pas, pourquoi pas mois, passés sur je vais récolter cette donnée, je vais la télécharger, j'ai un débit de 500 MB sur mon site, j'ai 10 Tera téléchargés, ça va prendre du temps. Là, aujourd'hui, si on veut la donner à disposition et justement permettre aux data engineers, en tout cas à toute l'équipe data, de passer du temps sur l'analyse de ces données. Et c'est vraiment le but premier aujourd'hui de cette open data. Et du coup, on va changer un peu d'approche, c'est-à-dire que dans l'approche traditionnelle, on était à prendre la data et on va l'amener sur les ressources de compute, d'accord, pour les analyses. Aujourd'hui, dans une stratégie cloud, c'est-à-dire que la data est à disposition, maintenant c'est vous qui allez prendre les services et qui allez les plugger directement sur ces consommateurs. Là, ici, justement, on voit 2-3 consommations de cette donnée. Alors, pour la petite anecdote, donc Amazon S3, qui est un service aujourd'hui de stockage documents chez AWS, où en gros, vous pouvez mettre de la donnée jusqu'à l'infini, je mets bien les petits guillemets quand même, mais vous n'avez pas de limite aujourd'hui pour positionner votre donnée, et cette donnée est répliquée jusqu'à 6 fois dans l'intégralité des data centers, donc vous pouvez la consommer. Et allez, petite anecdote aussi, c'est que c'est le deuxième service aujourd'hui qui a vu le jour chez AWS, donc il est sorti le 14 mars. Alors, pour les petits geeks, 14 mars, 3,14. Donc on voit un peu la connotation un peu techos derrière la sortie de ce produit. Consommer cette donnée, c'est génial. Alors vous en faites pas, je vais pas passer 3 heures à expliquer chacun des services.
Ici, on va parler d'aspect un peu plus général, c'est-à-dire que, OK, j'ai ma donnée qui est à un endroit, elle est disponible, hautement disponible, j'ai de la performance, hein, elle n'est pas chez moi, hein, c'est celui qui fournit l'open data qui me la rend disponible. Eh ben, qu'est-ce que je vais lui plugger dessus? Alors, on va aller sur, pourquoi pas, directement des outils décisionnels. Hein, c'est que peut-être que dans un reporting métier, j'ai besoin d'avoir du forecasting météo, on ne sait pas. Mais à minima, déjà, il va falloir cataloguer cette donnée. Donc, on va utiliser des services de cataloguing. On va, pourquoi pas, devoir la processer. On va appeler à des services d'ETL derrière. Et ce qu'on aime bien tous, en tout cas ce qui est sur la bouche de beaucoup de personnes en ce moment, c'est on va vouloir mettre de l'intelligence artificielle. Et là, l'intelligence artificielle, on va retrouver un peu différentes catégories de services. Des services qui sont, on va dire, un peu type serverless. Vous pluguez votre donnée, vous appuyez sur Entrée et vous avez un résultat. Exemple, un service que j'aime bien qui est Recognition. Vous lui donnez des images et il va pouvoir vous sortir un ensemble d'informations sur des entités qui sont détectées. Et après, bien évidemment, vous allez pouvoir donner et construire vos propres algorithmes au travers d'autres outils. Et ça, de toute façon, on verra tout à l'heure justement comment on va arriver à utiliser ces données-là. Alors, comment on trouve ces données? Eh bien, c'est simple. Pour trouver des données, il faut un registry. On propose aujourd'hui un registry donc, de toutes les données qui sont hébergées aujourd'hui sur AWS. Donc, vous allez sur registry.opendata.aws. C'est de la donnée qui est totalement publique. Aujourd'hui, je ne vous dis pas de créer un compte AWS pour aller consommer ça. C'est que vous allez sur ce site-là et vous retrouvez, alors je ne sais plus combien on a aujourd'hui de datasets, il me semble que c'est plus de 300 datasets disponibles. Et vous allez pouvoir commencer à faire mumuse avec l'ensemble des données. Donc ces datasets, là, on voit en fait déjà des datasets Sentinel-2 et Landsat 8. Donc pour ceux qui connaissent aujourd'hui, c'est des satellites qui tournent en haut et qui prennent des photos de la Terre en permanence. Certains intervalles, certaines précisions, mais en tout cas qui sont disponibles totalement gratuitement pour que vous puissiez les exploiter si besoin. Vous choisissez une ressource et immédiatement, vous avez des informations, vous avez une jolie petite commande CLI qui va vous permettre de l'exécuter et de lister le contenu. Tout simplement, vous pouvez aussi, pourquoi pas, télécharger ce contenu si vous souhaitez télécharger des terras. Mais à minima, en tout cas, aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Vous trouvez votre donnée, vous exécutez la commande, vous avez accès à cette donnée-là. Qu'est-ce que ça donne? On exécute la commande, immédiatement, voilà, on peut lister l'intégralité des fichiers TIFF justement de ce satellite pour pouvoir la consommer. C'est un exemple aujourd'hui, en tout cas, de typologie de données. On parle ici d'imagerie satellite. Bien sûr, il y a différents types. On va retrouver du CSV, enfin, et un peu tous les formats exotiques aussi qu'on peut souhaiter. Mais c'est de la donnée qui est gratos, qui va directement vous être donnée pour consommation. Et derrière, vous n'allez pas, en tout cas, facturer ce stockage de données. Vous allez juste pouvoir l'exploiter directement. Revenons un peu à notre monde de l'agriculture. Là, je parlais de 301 datasets. 301 datasets, bien évidemment, tout n'est pas pour l'agriculture, mais ici, si on va faire un petit focus sur un peu quelques cas d'usage, les agriculteurs, ils sont intéressés par la température, les précipitations, les unités solaires. Donc là, on va directement aller, on pense météo. Et il y a des données météorologiques aujourd'hui qui sont à votre disposition gratuitement. Alors, nous, Météo France, bien évidemment, mais aussi, bien évidemment, les structures américaines qui vont fournir énormément de données là-dessus. Et ici, justement, tout à l'heure, on aura la chance de faire une petite démo ensemble, où on va pouvoir récupérer jusqu'à 200 ans de données météorologiques pour permettre justement d'arriver à capitaliser dessus et voir un peu vraiment les tendances et les forecasts. On va avoir de la donnée qui se rapproche pour tout ce qui est topographie et composition des sols. Des données aussi qui vont aider à l'agriculteur, pourquoi pas, à choisir où faire pousser ses différentes semences. C'est qu'aujourd'hui, il ne va pas lever le doigt comme ça en l'air pour dire je vais mettre du maïs ici, je vais mettre du soja là. Derrière, c'est des choix qui sont faits, qui sont pensés selon les tendances météorologiques. Et imaginez bien qu'aujourd'hui, encore plus avec tout ce qui est réchauffement de la planète, réchauffement des températures, enfin même si l'été qu'on a eu là, c'était plutôt vers le bas, aujourd'hui, ils doivent aussi s'adapter. C'est que à l'époque, peut-être qu'on plantait du maïs dans un certain endroit, qu'aujourd'hui, il fait trop chaud ou trop froid et on ne peut plus le planter. Donc il faut aussi arriver à s'adapter là-dessus. Événements naturels et aussi, pareil, tout ce qui est récolte, c'est que les données satellites, vous reverrez, justement, je vais
imagé ça aussi tout à l'heure sur un petit use case, elles sont largement exploitées aujourd'hui pour fournir justement de l'aide à nos agriculteurs. Alors on parle de données satellites, vous doutez bien que la donnée satellite, vous n'aurez pas de la haute définition où on va pouvoir vous voir tous les jours en train de labourer votre champ. Ici, on a différents seuils de résolution. Alors, on va retrouver les données open, gratuites, où on va être du Landsat 8 et Sentinel-2, donc avec des résolutions de 10 mètres. Et après, on va aller sur tout ce qui est résolution un peu plus haute, donc medium et fine, où là, bien évidemment, il faudra payer, en tout cas, il faudra souscrire pour pouvoir les consommer, si cela vous dit. Il n'y a pas un bon DevFest sans un petit schéma d'architecture. Alors, mon but, ce n'était pas forcément de parler technique, mais voilà. Comment aujourd'hui consommer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la partie stockage. Ce n'est pas vous qui la gérez. Vous allez plugger donc, votre compute directement dessus. Donc là, on va plugger notre outil de machine learning qui s'appelle SageMaker. Vous avez votre notebook, vous avez votre modèle algorithmique. Vous entraînez votre modèle et vous avez un super modèle. Et ici, en fait, quelle est votre, on va dire, zone où vous allez être maître? C'est que c'est vous qui allez gérer la partie SageMaker, mais les données, ce n'est pas vous qui les stockez. Et en tout cas, vous ne serez pas facturé sur ce coût de stockage qui peut être parfois monstrueux sur des données comme satellite ou autres de plus de 200 ans. Pas satellite pendant 200 ans quand même. On essaye de tout mélanger et on va essayer de répondre à certaines questions sur l'agriculture. Alors, aujourd'hui, OK, on a de la donnée. Bon, comment maintenant arriver à sortir des cas d'usage pour nos agriculteurs? Je parlais quand même d'un beau titre aujourd'hui de l'agriculture de demain. Donc, c'est comment aider nos coopératives, comment aider nos agriculteurs aujourd'hui à réfléchir avec justement cette aide qui peut être fournie au travers de la donnée. Alors il va pouvoir y avoir de l'aide sur détecter quand est-ce qu'on va récolter. Ici, il ne faut pas s'imaginer qu'un agriculteur il a un champ à s'occuper, que c'est assez facile. Il va avoir énormément de parcelles. Ces parcelles ils vont avoir des niveaux de pousses au niveau des semences qui sont divers et variés. Peut-être que dans un champ, le maïs est mûr, dans un autre champ, le maïs n'est pas mûr. Pour récolter, par exemple, ce maïs ou ce blé, il va falloir des matériels agricoles. Ici, je ne sais pas si vous avez tous été bloqués dans des routes avec des énormes batteuses. Et en fait, ils vont louer ces batteuses pour les faire venir et récolter les champs. Donc, vous doutez bien qu'aujourd'hui, l'agriculteur, il doit arriver à planifier quand louer sa batteuse. La batteuse doit être disponible. Ça doit être ni trop tôt parce que ça se trouve le maïs ou autre récolte n'est pas assez mûr, ni trop tard, sinon en fait peut-être qu'il y aura de la perte directe. Tout simplement, il y a 3 jours, il y a eu une petite tempête, ça a soufflé, ça a généré de la perte sur les champs. Donc si aujourd'hui en fait l'agriculteur a du mal à prévoir ces données météorologiques, à s'organiser pour ça, à avoir de l'allocation, en fait pour lui ça va faire quoi? De la perte de productivité. Et derrière, voilà, on sait tous ce que ça va nous donner. Autre sujet, on parle d'agriculture de demain. Je pense que l'écologie, aujourd'hui, on en parle très souvent. Pourquoi pas aussi aider, grâce à la data, l'écologie. C'est que tout simplement, au lieu qu'il y ait, pourquoi pas, de l'épandage sur l'intégralité du champ, lui fournir une zone un peu plus spécifique pour dire, OK, tu dois répondre. Il y a des maladies, ça on ne peut rien y faire. Il y a peut-être des mauvaises herbes ou autres qui vont pourrir ta culture. Au lieu d'arroser tout le champ, on va t'aider à cibler spécifiquement cette mauvaise herbe et te permettre de cibler ça. Donc moins de consommation de fertilisants. Et derrière, écologie, on est heureux, c'est plus vert. Et ça, je ne vous parle pas de cas de figure qui n'existent pas. C'est aujourd'hui, dans mon quotidien, j'ai l'avantage de travailler avec des coopératives, et aujourd'hui, c'est des domaines qui parlent, en tout cas, qui sont déjà exploités. C'est arriver à prendre des photos satellites, à mettre du machine learning derrière pour identifier des zones avec justement des mauvaises herbes, ou enfin, en tout cas, des patterns de « attention, là, ma culture, elle ne pousse pas bien » ou autre, et d'arriver maintenant à faire de la réponse automatique et ciblée justement sur ces demandes-là. C'est que, je vous parlais il y a 2 secondes d'équipements agricoles qui sont automatisés. Là, aujourd'hui, même cette réaction, c'est pas tiens, il va aller se promener dans son champ, voir ça, c'est il va recevoir une information, il va pouvoir pourquoi pas même déclencher automatiquement une machine robotique pour aller justement fertiliser ça, pour aller en tout cas traiter le champ de façon ciblée et donc permettre d'avoir un meilleur rendement et on va dire une meilleure écologie. Autre question, c'est l'irrigation. L'irrigation, il y a 3 jours, on a une tempête. Si l'agriculteur, il y a 4 jours, il avait arrosé tout son champ, derrière, pour lui, c'est de la perte. C'est que
arroser, oui, mais si jamais on peut optimiser justement cette consommation d'eau qui, enfin, rappelons-le quand même que dans la culture aujourd'hui, que ce soit de maïs ou autre, ben, c'est très consommateur en eau. Aujourd'hui, c'est de l'optimisation possible. On est dans de l'optimisation de productivité et donc justement vers une agriculture plus verte. Les plannings d'irrigation, etc. On va avoir aussi d'autres systèmes. C'est que aider tout simplement l'agriculteur à délimiter ses champs, c'est-à-dire arriver à identifier certaines pousses. Et là, justement, on verra un petit peu un cas d'usage d'une entreprise qui a joué le jeu, en fait, qui a pris cette open data et qui en a fait quelque chose, justement, pour nous aider là-dessus. Comment accéder aussi? C'est des questions tout bêtes, mais aujourd'hui, vous doutez bien que dans la campagne, accéder à des champs, des fois, ça peut être compliqué, surtout quand on va faire de la livraison de matériel agricole. Le monitoring, et là, je vais parler, par exemple, de cas de figure d'un de nos clients, en fait, qui est en Nouvelle-Zélande. Alors, on sort complètement des champs, du maïs ou autre, mais là, on va parler de vaches. Et justement, qu'est-ce qu'on va faire avec cette capacité de mettre des limites sur nos champs? On va prendre là tout ce qui est laitier. Donc, on va des vaches à lait. Les vaches à lait, elles vont brouter de l'herbe. Aujourd'hui, un producteur, en tout cas de lait, va optimiser au maximum, en tout cas, la repousse de l'herbe. Parce que, en gros, faisons simple, plus il y a d'herbe, plus la vache peut brouter, plus elle produit du lait. Comment optimiser la repousse de l'herbe? On ne parle pas d'arrosage ici, mais on va juste parler plutôt de temps de repos. Et il y a une société, en gros, qui a inventé un gros collier connecté pour la vache. Alors, en plus d'avoir une petite balise GPS dedans, elle a aussi un petit système audio qui va faire un peu office de chien de berger pour arriver à aiguiller la vache et lui dire va à gauche, va à droite, et donc arriver à la faire bouger. Donc là, il n'y a plus de chien de berger, c'est un collier connecté en LoRaWAN et tout ça, génial. Et derrière, en fait, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il va faire? Et j'ai vu la démo de ça, c'était tout simplement bluffant. Alors, on en est encore loin, en tout cas, j'ai pas encore vu ça en France, malheureusement. Mais il avait son petit téléphone portable. Et en fait, l'agriculteur, il gérait tous ces différents champs sur son téléphone. Alors, c'était vraiment genre Farm Day ou autre, ceux qui connaissent ça. Il avait ses champs et en fait, il décidait, tiens, alors mon champ, je vais faire des barrières virtuelles. Là, je vais optimiser ce côté de rendement. Je vais faire des barrières virtuelles. Et en fait, les vaches, il les voyait. Elles commençaient à bouger, à remonter. Et il faisait toute la gestion de ses champs. Donc, il avait des hectares et des hectares. Et je ne sais plus combien de vaches il avait. Mais en fait, il voyait les petits points. Ils étaient géolocalisés. Et il faisait de l'optimisation comme ça. Il disait, ah non, tiens, elles vont aller brouter là-bas. Et moi, comme ça, je m'occupe de ce champ-là. La repousse. Et derrière, en fait, si on veut un peu de data, parce qu'on aime bien la data chez AWS, derrière, c'est 20% de production d'herbe en plus que l'agriculteur a réussi à avoir grâce à ce genre de technologie. Donc, je ne vous dis pas d'acheter ces colliers-là, mais en tout cas, c'est comment, on va dire, un peu de données, un peu de géofencing, et tout ça mélangé avec de la technologie peut améliorer la productivité de nos agriculteurs. Décidément. Ah, si, ça y est, ça revient. Avançons un peu, on a de l'open data. Maintenant, aujourd'hui, on a des sociétés qui sont spécialisées dans l'informatique, qui vont se spécialiser dans le développement d'algorithmiques. Du machine learning, ça on adore, énormément de startups sont fans de ça. Mais il y a énormément de sociétés aujourd'hui qui se sont dit, notre business model, c'est pas d'aller parler aux agriculteurs, mais c'est de fournir ce que j'appelle de la donnée augmentée. C'est qu'ils vont prendre cette open data, ils vont jouer une algorithmie dessus et ils vont fournir maintenant cette donnée. Chez AWS, on adore les marketplaces, donc pourquoi pas ne pas faire une petite marketplace de data. C'est-à-dire qu'on va proposer à ces entreprises d'avoir un business model où ils vont permettre de créer des abonnements sur ces datasets. C'est que vous allez pouvoir aller sur la partie Data Exchange. Vous allez pouvoir, en tant que consommateur, vous abonner à ces données-là, donc payer un petit forfait, possiblement, où il y a même des trials où vous pouvez avoir 1 mois de données gratuites. Vous abonner et consommer directement la donnée. Donc on ne demande pas, en tout cas, à toutes les coopératives agricoles de refaire la terre entière, de reprendre toutes ces données satellites, extraire de l'information. On peut consommer directement ces données-là et proposer des services derrière. En tant que producteur de données, je vais mettre un prix sur le volume de données qui va être consommé et derrière, je vais être rémunéré par rapport à ça. Alors, on a une marketplace un peu data, on a une marketplace aussi maintenant AIML, donc ça c'est la petite parenthèse, qui permet aussi de vendre vos algorithmes de machine learning.
Et donc, on va avoir un peu des cas d'usage sur une entreprise qui a réussi à faire ça très bien. Et justement, c'est là où on va commencer à avoir un peu de démonstration, parce que c'est toujours bien de voir ça en vrai. Alors, c'est OneSoil. OneSoil, c'est une entreprise qui s'est dit, bah, je vais prendre l'open data et je vais commencer à jouer de l'algorithme dessus pour identifier les champs du monde entier. Alors, pour le coup, je nous ai un peu ciblé la partie nantaise. Et outre les super couleurs un peu verdoyantes qu'on peut retrouver, ben on va retrouver ici l'intégralité des champs qui auront été délimités. Et on va avoir aussi de l'information sur ces champs. Alors, perso, moi, je me suis éclaté pendant toute la journée hier dessus, à essayer de visiter un peu le monde et les champs du monde entier. Mais on va retrouver, par exemple, ici, alors justement, si j'ai le réseau qui arrive, on voit que ben, juste à côté de les Bourchinières, on va avoir de l'exploitation du muscadet. Je pense que tout le monde le sait ici. On aime bien le muscadet en Bretagne. On voit ici ben, toutes les petites marques violettes, c'est tout ce qui est exploitation de vin. Ah, le muscadet, ça parle. Hein. On dirait que tout de suite, il y a de la réaction dans la salle. Alors, vous verrez qu'en France, justement, je me suis amusé à essayer de voir. Il y a des statistiques un peu sur la présence de vin ou autre. On cultive beaucoup de vin en France, il faut savoir. Donc, on voit quand même que vers Vertou, là, il y a une grosse culture quand même du muscadet. Muscadet et autres. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous amuser. Et en fait, aujourd'hui, c'est déjà de la donnée, alors vendue, mais qui peut être mise à disposition pour permettre, en fait, déjà à un agriculteur, on peut zoomer et dire, ben voilà, ici, on voit que ben, c'est plutôt de l'herbe. Ici, on va retrouver des pousses qui sont, 8, je ne sais même plus ce que c'est. On va retrouver voilà, tout ce qui est maïs, tout ce qui est autre culture. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà naviguer. Et en fait, ils fournissent ça aux agriculteurs, ils fournissent ça aux sociétés qui fournissent des services aux agriculteurs, justement pour leur permettre d'innover là-dessus. Le deuxième, c'est Blue Dot Observatory. Alors, Blue Dot Observatory, ici, pareil, ils ont pris les données satellites et eux, ils se sont dit, ben, on va plutôt faire des stratégies en termes d'eau, de présence d'eau. Alors bon, là, même en y réfléchissant, je ne vois pas beaucoup de use cases aujourd'hui liés à l'agriculture, mais pourquoi pas. C'est qu'on va voir en fait l'évolution des niveaux d'eau pour des lacs, par exemple. Donc, ils ont scanné le monde entier. Ils ont trouvé des lacs. Alors là, je suis parti un peu en Suisse. Sur un lac où on voit en fait un peu les deux courbes, le bleu et le vert. C'est qu'on va voir les courbes, en tout cas, les volumes d'eau présents dans le lac. Et on va voir l'évolution. Donc, on va retrouver énormément de petits datasets comme ça. Et là, j'en ai montré que 2 qui vont vous permettre justement, en tout cas, de pouvoir commencer à travailler. Pourquoi pas vous, demain, aujourd'hui, consommer ces données, trouver une idée, pourquoi pas farfelue, un algorithme de machine learning, en tout cas, pour proposer des services à nos agriculteurs, justement, pour les aider, en tout cas, dans cette culture et, entre guillemets, leur faciliter la vie aussi, leur permettre aussi d'avoir une meilleure productivité et une écologie améliorée. Et donc, c'est le temps de la démo, parce que je me suis aussi amusé de mon côté à aller sur ce registre et à récupérer de la donnée. Alors, remettons un peu de contexte, c'est que aujourd'hui, comment est-ce qu'un agriculteur choisit s'il va faire pousser du soja, du maïs, du blé ou autre? Il y a une unité, d'accord? C'est que ça va dépendre déjà de la chaleur, des précipitations. C'est que si à un moment donné, il va se dire je vais faire pousser du maïs, mais qu'en fait il est en plein désert, vous comprendrez bien que le maïs qui est très consommateur d'eau, ça ne va pas marcher. Et en fait, il va devoir analyser un peu, déjà composition du sol, bien évidemment, et tout ce qui est précipitation et météo. Et en fait, derrière, on va parler en fait d'une unité qui est en gros le degré jour de croissance. C'est-à-dire, en gros, combien j'ai d'unités de chaleur qui va permettre que ma pousse, que ma plante puisse pousser correctement, sans que en fait, c'est moi qui ai besoin de payer ou fournir en tout cas toute la matière première, donc la partie eau, à ma plante. Donc, comment calculer aujourd'hui ce degré jour de croissance? Alors, ce degré jour de croissance, il va se calculer selon 2 ratios, un peu tout ce qui est température et tout ce qui est précipitation. Donc, on parle de température, précipitation. On va aller sur le registry, en tout cas Open Data d'AWS. On va rechercher un petit data model. Donc, ici, on va aller sur le NOAA, qui est une entité américaine qui fournit énormément de données, justement, météorologiques. Et c'est là où on va nous permettre, justement, de revenir jusqu'à... Alors, tout à l'heure, j'ai dit 200 ans, c'est 175 ans. Excusez-moi, on va revenir jusqu'à 175 ans en arrière, si on veut, et on va pouvoir consommer cette donnée. C'est-à-dire que là, moi, je ne vais pas récupérer la donnée, je vais directement consommer cette donnée, la requêter. Donc, on peut lire le détail, on peut même aller directement...
brouser cette donnée-là, c'est-à-dire que cette donnée aujourd'hui, elle est disponible grâce à des stations météorologiques. Donc vous doutez bien qu'à 175 ans, on n'avait pas cartographié le monde entier. Mais en tout cas, on a des stations météorologiques. Et derrière, lié à ces stations météorologiques, on va avoir des fichiers CSV qui vont nous permettre d'accéder tout simplement à l'historique des données, des précipitations, des températures de la période donnée sur la station donnée. Je vais vouloir la consommer. Donc, qu'est-ce que je vais plugger avant même de vouloir consommer, rapatrier la donnée ou faire de l'analyse dessus? Je vais brancher un data catalogue, parce que c'est bien beau, mais j'aimerais bien quand même pouvoir identifier les différents champs que j'ai dans ces données pour pouvoir les exploiter. Alors, je vais essayer de ne pas trop parler service AWS, mais là, on a un service AWS qui s'appelle AWS Glue qui va vous fournir cette partie cataloguing. Donc ici, je vais déclarer le format de mes données, tout simplement. Je sais que j'ai des ID, j'ai des dates, bien évidemment, j'ai des éléments, j'ai des valeurs. Donc les éléments, en gros, c'est un peu les attributs derrière. Est-ce que c'est la précipitation? Est-ce que c'est une température minimum, maximum? Et on voit ici que j'ai défini ma source de données qui est un bucket S3 fourni, du coup, côté NOAA. J'ai défini mon format de données. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir requêter cette donnée-là. Donc, je vous évite les temps de traitement ou autre, mais je peux faire des requêtes SQL, tout bêtement. Donc là, on ne parle pas de compute, on ne parle pas de mémoire, de système d'exploitation, rien du tout. Je fais ma requête SQL sur cette source de données. Donc là, immédiatement, en fait, ma requête SQL va s'exécuter et taper sur les 175 ans. Donc là, par exemple, moi, je vais reformater un peu ces données parce qu'elles me plaisent moyen. Et j'ai envie déjà d'extraire tout ce qui est précipitation. Je fais mon petit select. Bon, jusque-là, on ne va pas rentrer dans le détail technique. Je pense que tout le monde connaît les selects. On fait un select, je récupère certaines données. Je vais même les mettre en forme un petit peu parce que les year date, c'est bien beau, mais à un moment donné, moi, j'aimerais bien avoir exactement le jour. Je vais avoir exactement l'année. Pourquoi pas pour derrière faire des groupes ou des sommes ou autre. Donc, je vais extraire ces informations-là. Je vais faire mon from tout simple de la table que j'avais créée tout à l'heure, qui contient ma source de données en fait, de mon open data. J'ai fait mes petites recherches et il y a une station météorologique nantaise qui s'appelle FRM, etc., plein de zéros et des 7 et des 2. Et donc, je cible quand même la station nantaise et je vais extraire l'élément qui s'appelle précipitation. Donc, je me suis amusé à faire ça un peu souvent. J'ai fait ça pour les précipitations, j'ai fait ça pour température max, température min. Je lance ma requête. Immédiatement, il faut voir qu'il y a plein de petites instances qui vont se popper totalement transparents pour vous, qui vont aller lire la donnée. Donc ici, on parle quand même d'une lecture de 96 gigas, enfin les 97 gigas de données, directement, qui ont été lues d'ailleurs en 1 minute. Donc en 1 minute, ma requête s'est exécutée et j'ai le résultat. Alors, hop, j'ai mon petit résultat qui est ici. Alors, c'est génial, j'ai une table. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Alors, il faut savoir que sur ce service, donc Athena, qui, bon, allez, pour les techs, ici, ça utilise une technologie qui est basée sur du Presto. Les données, en fait, elles vont être extraites. Et là, par contre, je commence à pouvoir les stocker parce que, en fait, de la donnée CSV, c'est bien beau, mais ce n'est pas forcément dédié à l'analytique. Donc, on va aller plutôt sur des formats Parquet. Donc, qu'est-ce que je vais en faire de ces données-là? Je vais me créer une table ici que je vais appeler. Je vais stocker quelque part dans mon super bucket et dans mon espace de stockage côté AWS. Que je vais appeler précipitation. Je vais stocker ça dans un petit format un peu plus sexy qui est Parquet, pour avoir un peu un format compressé, donc qui prendra un petit peu moins de place quand même, et surtout optimisé pour l'analytique. Et du coup, je vais exécuter la même requête. Bon, j'ai fait ça, bien évidemment, pour toutes les tables basées sur la même station météorologique, la température max, température min, précipitation, et bien évidemment, la partie que je retrouve ici, où je vais commencer à calculer aussi ce que j'appelle le degré jour de croissance. C'est en gros le jeu sur la partie température et derrière aussi température en moyenne. Et ça, tout ça, c'est cool. Maintenant, j'ai mes données. Qu'est-ce que j'en fais? Pour les utiliser, je vais en faire de la data viz, bien évidemment. Donc, je vais plugger mon petit outil de data viz. Donc ici, c'est QuickSight que j'utilise. Je vais le plugger sur ces sources de données. Et qu'est-ce qu'elle va me permettre de voir? Qu'est-ce qu'elle va me permettre? Eh bien, écoutez, on va déjà avoir les premières données ici, qui va être sur le nombre de stations. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, 175 ans. Il n'y avait pas des stations de partout. On voit bien qu'en 1763, il y avait une station qui existait. Alors, sincèrement, je n'ai pas farfouillé, mais je pense qu'à mon avis, on peut rigoler sur la station météorologique de 1800 et le type d'informations qui pouvaient être récupérées. Mais on voit en tout cas qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a de stations jusqu'en 2017 et
et même j'en passe, 2000, sur les dernières années, on commence à avoir beaucoup de stations météorologiques. Bon, on voit ici, par exemple, aux US, la répartition du nombre de stations, mais nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, c'est de fournir de la donnée à nos agriculteurs. Et du coup, on va aller sur la partie growing degree. Donc, c'est la partie, comme je vous disais, degré jour de croissance, et on va commencer à pouvoir un peu regarder sur les 10 dernières années un peu le taux de degré jour de croissance. Alors, pour nous, là, sincèrement, ces données, elles ne nous parlent pas forcément. Mais en tout cas, pour un agriculteur, aujourd'hui, ça va l'aider, tout simplement, pourquoi pas sur son téléphone. Ça va l'aider aujourd'hui à faire le bon choix de semences. Le bon choix de semences qui va lui permettre, un, d'avoir une bonne productivité, et deux, aussi de moins consommer. Parce que, comme je disais, aujourd'hui, le principal vecteur de coût, c'est aussi tout ce qui est eau, fourniture d'eau, pour justement arroser les différentes pousses. On va retrouver des petits graphes aussi sur tout ce qui est température max, température min. Et après, on s'éclate par la suite, justement, sur tout ce qui est les sommes des précipitations. Et justement, le mythe, j'ai farfouillé aussi, il ne pleut pas beaucoup à Nantes. Il faut savoir quand même, il ne pleut pas beaucoup à Nantes. C'était d'ailleurs un argument qui m'a fait venir ici, même si je connaissais déjà très bien la région. C'est un mythe urbain, il ne pleut pas beaucoup. Précipitations, on voit quand même qu'on a, en 2021, eu des petits pics de précipitations, mais quand même que sur le global, c'était complètement louable. Donc, pour synthétiser tout ça, on a pris de la data. Donc, j'ai essayé de montrer un petit exemple. Bien évidemment, je n'allais pas prendre les données satellites et lancer. On a vu sur la partie OneSoil où justement, eux, ils sont spécialisés là-dessus et ils sont arrivés quand même assez loin. C'est que je vous invite vraiment à regarder le lien de OneSoil pour investiguer un peu dans le monde et vous verrez un peu les différentes cultures qu'on peut retrouver dans le monde. C'est qu'aujourd'hui, cette open data, on peut la prendre, on va pouvoir l'améliorer, va pouvoir l'augmenter et justement demain, pourquoi pas, imaginer des nouveaux cas d'usage pour donner en tout cas de l'information à nos agriculteurs. Je ne vous dis pas de leur donner téléphone portable avec des statistiques dans tous les sens, mais à minima, en tout cas, de l'aide à la décision. Et aujourd'hui, je pense que dans toutes les autres prises, la data va servir à ça dans un premier temps. C'est vraiment de l'aide à la décision, c'est quand planter, quand arroser, quand fertiliser, ou fertiliser du ciblé, afin de garantir justement un peu la nouvelle agriculture, c'est qu'au lieu de faire du massif, on va essayer de faire du ciblé, et ainsi d'améliorer un peu le tout. Volontairement, je me suis dit que j'allais laisser aussi la place à des questions, s'il y en a. Comme je vous ai dit, je suis désolé, ce n'était pas un talk très technique, ce n'était pas le but. Mais l'objectif, c'était d'ouvrir un peu les portes de... Aujourd'hui, il y a de l'open data, pas que de l'open data New York. Enfin, perso, tous mes premiers workshops data, c'était sur les taxis new-yorkais. Il y a de l'open data qui est disponible sur différentes thématiques. Elles sont disponibles, exploitez-la. Si vous n'avez même pas besoin aujourd'hui de compte AWS pour le faire, vous pouvez la récupérer et en tout cas apporter de nouvelles valeurs et aider en tout cas les agriculteurs aujourd'hui pour améliorer aussi notre agriculture et donc notre écologie par la suite.